On l'écoute. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, chers amis. Nous venons d'écouter vos 6 témoignages, vos 6 engagements et, au-delà de cela, toute l'épaisseur de cette réalité des violences faites aux femmes et aussi l'engagement de tous les acteurs qui, au quotidien, et il a été rendu hommage à plusieurs d'entre eux, s'engagent, luttent pour que, à travers leur association, à travers leur engagement, à travers leur travail au sein de l'administration en dehors, nous puissions restaurer chaque jour un peu plus de cette égalité entre les femmes et les hommes, et pour que les violences que subissent les femmes soient combattues. Et je veux ici vraiment saluer votre engagement, vous remercier pour celui-ci, car c'est cela qui fera changer les choses. Le sentiment d'horreur et de honte que suscite cette situation, je dois le dire, a pris une épaisseur toute particulière. Il y a un peu plus d'1 an. Parce que c'est bien de la honte dont il s'agit lorsqu'on est à la fois un homme et lorsqu'on est décideur public. J'étais alors candidat, je suis maintenant président de la République, et on ne peut pas considérer que ce dont nous parlons aujourd'hui est quelque chose de banal, d'acceptable, dont on pourrait accepter même la moindre part ou le début d'ambiguïté. Je dis un peu plus d'1 an parce que même si, comme beaucoup de nos concitoyens, ce sujet m'avait à plusieurs reprises interpellé, il était, il faut bien le dire, beaucoup moins dit, beaucoup moins raconté. Il y avait une part épaisse de silence. Et lorsque, candidat, j'avais lancé cette grande marche, à laquelle plusieurs d'entre vous ont participé, qui consistait à faire remonter du terrain les préoccupations des Françaises et des Français, l'insécurité, le chômage, beaucoup de choses sont remontées, et une au-dessus des autres. Ce sujet des violences faites aux femmes. C'était la première. En région Île-de-France, des femmes qui avaient été interrogées sous couvert d'anonymat par des gens qui venaient frapper à leur porte pour leur dire « on est dans un mouvement politique nouveau, il y a quelqu'un qui veut se présenter à la présidence de la République, quelles sont vos préoccupations ?» Librement, sous le couvert de l'anonymat, mettez en numéro 1 le harcèlement ou les violences subies. Je ne pensais pas, je vous l'avoue, une seule seconde que ça pouvait être le premier sujet. Et donc c'est aussi propre part de honte à ce moment-là. Et lorsque, à Strasbourg, lorsque les premières réunions ont été faites, qui ont rendu compte de cela, ce constat a été présenté avec cette volonté de s'engager et que, en effet, on a commencé à dire c'est un sujet de mobilisation générale. Beaucoup ont ri, y compris dans ceux aujourd'hui qui commentent avec beaucoup de gravité chaque jour, ou qui parfois chaque jour d'ailleurs accusent à tout va parce qu'on se met à tout confondre dans ce tourbillon et à dire celui-ci en est, passant d'une société en quelque sorte de l'oubli à une société de la délation généralisée. À l'époque, on a dit, je me souviens très bien le jour où ça a été présenté, ils n'ont pas de programme. Ils n'ont rien pour la société française, parce qu'il n'y a pas le dur, il n'y a pas les choses auxquelles on est habitué. Quelques semaines après, je me rendais au Mans, monsieur le maire, cher ami, et il me disait, j'ai quelqu'un de formidable dans mon équipe qui est engagé. Les gens trouvent que ce n'est pas un sujet extrêmement important ce qu'elle fait au Mans, mais moi elle m'a bluffé. Va voir son association. J'y suis allé, c'était Marlène Schiappa. Alors en 1 an, quelque chose s'est passé qui est une immense libération, en effet, de la parole. Un immense appel des femmes pour que leur cause soit enfin au cœur du débat public. Un immense appel aussi des hommes qui veulent et doivent s'engager. Mais je ne veux pas aujourd'hui oublier que beaucoup restent encore muettes. Que si nous sommes là et si beaucoup dénoncent et doivent continuer à dénoncer, et si nous devons le faire chaque jour, beaucoup qui sont aujourd'hui dans notre pays considèrent que cette parole n'est pas encore pour elles, n'osent pas parler, sont encore dans le
camp de la honte. Et parce qu'elles sont femmes au foyer, parce qu'elles sont ouvrières, parce qu'elles sont employées, parce que bien souvent l'injustice sociale vient doubler cette violence faite au quotidien, n'osent pas dire et pensent que cette parole n'est pas pour elles. Et je veux qu'aujourd'hui, elles comprennent au moins une chose, c'est que cette clameur, ce cri dont vous avez parlé, c'est aussi le leur. C'est celui de chaque femme dans le pays, de chaque homme qui voit cela. Parce que l'indignité de ces comportements, parce que le caractère inacceptable de ce qu'ils recouvrent, il est dans chaque endroit de la République. Et que ce cri, cette clameur, chaque femme de la République y a droit. Il a fallu que cette violence devienne justement une clameur, un cri pour être enfin audible de tous. Le couvercle avait commencé à être levé par la mobilisation, l'action depuis plusieurs années de beaucoup d'entre vous. Et je veux saluer toutes celles et tous ceux qui se sont battus depuis tant et tant d'années, parfois un peu seuls sur ce sujet, qu'on a aussi parfois raillé ou voulu renvoyer à une mobilisation accessoire ou anecdotique. Vous avez maintenu cette parole, vous l'avez préservée, vous avez rendu possible, par des combats parfois ingrats, ce qui advient aujourd'hui. Cette parole, elle est sans ordre, sans tactique, sans filtre. Elle ne s'embarrasse pas de convenance, alors formalise, parce qu'il mesure mal la part de souffrance que cela relève. Ce qu'il mesure mal aussi, c'est que cette vague de libération de la parole dit de nos sociétés qu'elle est une société encore culturellement empreinte de sexisme, qu'elle est une société où dans nombre d'endroits et de lieux, il y a encore cette brutalité au quotidien, cette violence, et que cette empreinte est loin d'être neutre. Par le rapport de domination qu'elle légitime, elle est à la source d'actes encore plus destructeurs et insupportables, comme précisément le harcèlement et les violences. Car le combat contre les violences, qui sont l'expression la plus extrême et odieuse de la domination d'un sexe sur l'autre, c'est bien le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Notre situation jusqu'alors démontre que quelque chose ne marche pas dans notre République. La honte que subissent ces femmes, une honte illégitime parce qu'elles sont déjà victimes, cette honte doit devenir celle de ces auteurs de violences. Et c'est surtout une honte civique et politique, une honte nationale. Car la République, en échouant à éradiquer ces violences, a échoué dans sa vocation même, qui est celle d'éduquer, de civiliser, de protéger. Et ce discours de dignité, d'égalité de droits, de justice, de respect, que la République porte partout et en tout temps, semble n'avoir pas atteint la conscience de ceux qui commettent ces violences. Ce ne sont pas des criminels comme les autres. Ce sont des pères, des frères, des patrons, des collègues, des maris ou des compagnons. Oui, la plupart d'entre eux appartiennent au cercle proche des victimes. Ce sont des citoyens ordinaires auxquels nous n'avons pas su inculquer les fondements mêmes de notre vie sociale. Qu'aucune des règles, aucun des principes enseignés par l'école, par notre histoire, par nos lois, n'est venu éclairer ou simplement dissuader. Ce sont des citoyens que l'on croit honorables, qui ont une vie bien souvent normale, mais qui nous déshonorent et déshonorent notre conception de la France. Et au creux de notre quotidien, s'est levée une forme de barbarie qu'on a voulu taire, dont on ne dit pas le nom parce qu'on ne veut pas reconnaître son visage, parce qu'il nous est familier. C'est ce qui nous trouble le plus dans ces violences dont on parle. C'est pour ça que longtemps, au cœur des familles, et la littérature française est pleine de ces drames, on n'a pas dit, parce qu'il ne fallait pas dire, parce qu'il y avait un ordre établi, parce qu'on connaissait bien celui dont on parlait, mais qu'il ne fallait pas en parler comme ça. Sous leurs coups, sous leurs abus, une femme meurt tous les 3 jours en France. De cela, nous devons tous nous sentir responsables.
C'est pourquoi au silence vide de l'indifférence, je vous propose ce matin d'opposer le silence vibrant du respect pour Sophie, Anna, Émilie, Fatima, Catherine. Je ne le citerai pas toutes. Elles sont 123 à être décédées en 2016. Je vous prie d'observer une minute de silence en hommage à ces femmes battues, violées et tuées. Je vous remercie. J'associe à ce moment solennel la mémoire de Françoise Héritier. Vous l'avez évoqué, chère Delphine Ernotte, fine observatrice des relations humaines qui structurent notre société. Elle a su avec précision et avec une force admirable pointer précisément ce qui, dans nos sociétés, avait construit avec des explications culturelle, avec des rites, cette domination, cette inégalité entre les sexes. Et elle avait montré tout ce caractère construit qu'on avait ensuite justifié avec des explications biologiques, physiques, cherchant à légitimer en quelque sorte la domination des hommes sur les femmes. Et comme tout cela est construit, nous pouvons le déconstruire. Comme tout cela est construit depuis des siècles, parfois des millénaires, cela prend du temps et il faut avoir de l'humilité pour le déconstruire. Mais c'est bien cette tâche à laquelle nous sommes attelés. Ces hommes qui violentent choisissent le plus souvent de le faire dans les lieux où les femmes devraient se sentir à l'abri. Le foyer, le lieu de travail. D'autres harcèlent dans ces espaces publics où on pense que le non-droit est devenu la règle, les transports, la rue, et où le regard, pendant trop longtemps, s'est détourné. Mais ce qui devrait être des sanctuaires devient aujourd'hui des terrains de chasse, tout simplement parce qu'ils peuvent y user d'une supériorité, celle de l'âge, celle de l'autorité, celle du grade, ou tout simplement celle de la force. Et d'une situation de domination naît un droit à la violence. Parce qu'ils disposent d'une autorité morale ou hiérarchique, ils croient disposer du corps des femmes, et donc de leur être. Car violer une femme, la violenter, c'est attenter à l'intimité de son être, à son identité profonde, c'est détruire une personnalité, parfois en construction chez les plus jeunes, avec les conséquences dramatiques que l'on sait. Et ce sont ces femmes, qui plus est, qui après ont honte. Et je le dis à tous les hommes de la République, c'est leur dignité même à eux qu'ils bafouent ce faisant. C'est leur part d'humanité qu'ils décident de réduire. C'est leur part de citoyenneté à laquelle ils renoncent, à chacun de ces actes, à chacun de ces moments. Et c'est pourquoi il est indispensable que la honte change de camp, que la République fasse ce qu'elle doit pour laver la sienne, que les criminels du quotidien qui harcèlent, injurient, touchent, agressent, ne soient plus jamais excusés mais repérés, vilipendés, traduits en justice, condamnés avec toute la fermeté requise, sans aucune complaisance, sans aucune excuse, car il en va de notre pacte républicain et la France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur. Je veux cette exigence avec vous, qui est la condition de notre dignité. Je veux cette force de la République parce que je ne veux pas une société de la délation. Et aussi vrai que le silence assourdissant existe encore dans certains endroits de la République, je ne veux pas que nous tombions dans un quotidien de la délation qui n'est pas notre République. De la même façon. Et c'est cela dont je suis, à titre personnel, le garant. Partout le droit doit passer. La justice doit être faite. Mais notre force, ce qui tient notre République,
c'est la civilité. C'est ce rapport d'égal à égal entre un homme et une femme. C'est que citoyens, citoyennes, nous pouvons nous regarder, être ensemble, construire ensemble. Et je ne veux pas que nous tombions dans une société où chaque rapport entre un homme et une femme devient suspect d'une domination, comme interdit. Nous ne sommes pas une société puritaine, ou une de ces sociétés dont l'histoire même a irrigué une autre forme d'inégalité ou de séparation. Mais pour préserver ce qui est notre trésor républicain, nous devons de manière intraitable restaurer cette dignité dont je parlais et faire changer la honte de Caen. Pour cela, je me suis en effet engagé à ce que la cause du quinquennat soit celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le premier pilier de cette cause, c'est bien la lutte pour l'élimination complète des violences faites aux femmes. Pour cela, je souhaite que nous nous donnions les moyens de mener une action résolue à hauteur des enjeux. Le budget alloué à la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes sera donc augmenté en 2018 et atteindra son plus haut niveau jusqu'à présent. Au sein de ce budget, les crédits attribués à la lutte contre les violences faites aux femmes sont d'ores et déjà en hausse de 13%. Il sera sanctuarisé sur toute la durée du quinquennat. Il ne pourra faire l'objet d'aucune baisse de quelque ordre. Mais au-delà, le budget interministériel dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que cette action irrigue nombre d'actions ministérielles, sera lui aussi en augmentation pour atteindre un peu plus de 420 millions d'euros dès 2018. Cette action, elle n'est pas réductible à des chiffres. C'est d'abord l'action du gouvernement, et je veux ici remercier le Premier ministre Édouard Philippe et 5 de ses ministres d'être présents parmi nous aujourd'hui. Votre quotidien, je le sais, est lourd, et votre présence, c'est aussi la marque d'un engagement, d'une volonté de faire. C'est la preuve que le gouvernement est pleinement mobilisé derrière cette détermination. Mais plus largement, si nous nous réunissons ici, c'est que ce combat doit être celui de la nation tout entière et la mobilisation de la nation tout entière, au-delà de celle du gouvernement et de nos administrations. Nous allons donc entreprendre une action résolue fondée sur 3 priorités. La première, l'éducation et le combat culturel en faveur de l'égalité. La deuxième, celle qui consiste à mieux accompagner les victimes. Et la troisième, celle de renforcer l'arsenal répressif. Que nous dit la vague de libération de la parole à laquelle nous assistons depuis 2 mois et qui ne faiblit pas? Que c'est notre société tout entière qui est malade du sexisme, que des représentations se sont installées et donc que pour lutter contre cet état de la société, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard, avant que nos enfants aient été éduqués selon des stéréotypes et des clichés qui, par les rôles qu'ils auront su insidieusement inculquer, produisent ensuite des inégalités entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Lutter contre les violences faites aux femmes, c'est aussi et avant tout mener ce combat culturel visant à diffuser la culture de l'égalité. Parce que c'est ce combat qui nous concerne tous. Garçons, filles, femmes, hommes, enfants, parents, qui permettra de changer en profondeur les mentalités. Et c'est donc à dessein que je souhaite porter une politique affirmée de prévention des violences faites aux femmes qui mobilisera à ce titre plusieurs leviers. L'éducation, vous en avez parlé, Monsieur le Ministre, reste le principal levier de lutte contre les violences faites aux femmes. L'éducation à l'égalité, cela commence dès la crèche. La crèche, ce n'est pas qu'un lieu de garde, c'est un lieu où l'on se construit, où l'on apprend à être, où les premières relations non verbales se tressent et où les représentations qui sont données dès ce stade auront des conséquences dans le futur. C'est pour cela que les professionnels de la petite enfance doivent être formés afin de lutter contre les stéréotypes, y compris chez des enfants de bas âge. Il s'agit donc de construire le plus tôt possible une éducation combattant fermement les représentations du rapport entre hommes et femmes, exacerbant le rapport de domination.
Et donc la formation des personnels en crèche, la formation des maîtres à l'école maternelle, à l'école et tout au long de la formation est un pilier indispensable pour lutter contre ces représentations. Il ne s'agit pas, à mes yeux, de nier la différence entre les sexes ou de vouloir tout confondre. Mais il s'agit que cette altérité profonde à laquelle je crois et qui est notre richesse ne se traduise pas en une inégalité insupportable qui, elle, est un déterminisme culturel et une construction insupportable de nos histoires. Et donc de préserver toute la part féconde d'une altérité réelle entre hommes et femmes pour à chaque fois rappeler, se battre et inculquer l'égalité absolue et non négociable entre les deux sexes. Il y a fort à faire puisque l'environnement des plus jeunes est très tôt tourné vers des schémas empreints justement de violence et de domination. Vous l'avez là aussi rappelé dans vos prises de parole, ce sont ces jeux vidéo où la règle est d'anéantir violemment l'adversaire, ce sont parfois des émissions où des jeunes gens prétendent servir de modèle à d'autres jeunes, surdéterminant le rôle des filles et des garçons dans l'espace clos d'un plateau de télé-réalité. Ce sont des images où des femmes servent de faire-valoir sexuel à des chanteurs cochant toutes les cases du mâle alpha. C'est la publicité figeant les préjugés en faisant du corps de la femme le vecteur désirable du marketing. Tout cela façonne des représentations et des imaginaires souvent ultra-virils que l'école doit apprendre à analyser, déconstruire, remettre en perspective afin que le rapport de tension et de soumission entre hommes et femmes ne s'impose pas comme le modèle de référence. L'école a donc un rôle indispensable et la formation des maîtres l'est tout autant. Mais les associations, et vous l'avez rappelé, et les engagements budgétaires pris serviront aussi à accompagner le formidable travail des associations que vous avez évoquées, ont un rôle essentiel à jouer dans l'école, au sein des activités périscolaires, mais également auprès des parents. C'est aussi cette réalité que je décrivais à l'instant qui doit nous conduire à mieux traquer, réguler les contenus inacceptables auxquels nos enfants ont parfois accès, mais nous devons regarder aussi les usages en train de se transformer. Les plus jeunes regardent infiniment moins la télévision que les plus âgés, et ce comportement va croissant. Et nous ne régulons pas aujourd'hui l'accès aux jeux vidéo, aux contenus sur Internet, aux contenus pornographiques de plus en plus diffusés. En 2018, sous l'autorité du Premier ministre et avec l'engagement tout particulier de la garde des Sceaux, nous devrons donc repenser le cadre de notre régulation des contenus, en particulier des contenus audiovisuels, en prenant en compte l'évolution du numérique et afin d'étendre les pouvoirs et la régulation du CSA pour que ce contrôle indispensable, ce soin élémentaire de la République puisse être porté sur tous les contenus qui peuvent fragiliser, faire basculer ou conduire à la violence, en particulier contre les femmes. L'école doit aussi identifier les premiers canaux d'expression de ce rapport de domination que sont les réseaux sociaux, où le harcèlement se donne trop souvent libre cours, sans que ni les enseignants ni les parents ne soient formés à le repérer et à le contenir. C'est pourquoi nous devons mettre en place une véritable prévention du cyberharcèlement et là aussi, en 2018, des modifications législatives seront portées pour non seulement mieux prévenir, mais poursuivre ceux qui agissent sur Internet pour harceler. Unissant monde virtuel, stéréotypes, domination et violence, la pornographie a trouvé, grâce aux outils numériques, un droit de cité dans nos écoles. La consommation s'en est banalisée et le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, nous devons prendre à bras le corps ce phénomène que nous avons trop longtemps refusé de voir parce qu'il embarrasse les parents comme parfois les enseignants. Une opération de sensibilisation des parents sera donc lancée à l'occasion de la prochaine réunion de rentrée afin d'aider les parents à mieux détecter l'exposition de leurs enfants à la pornographie et à mieux repérer les signes de cyberharcèlement.
Les personnels de l'éducation nationale, mais aussi les personnels sociaux et de santé présents dans les établissements, les personnels des services périscolaires, doivent se former à décrypter, expliquer, prévenir, comme ils se sont formés à le faire sur d'autres phénomènes, parce qu'aujourd'hui, la pornographie a franchi la porte des établissements scolaires, comme naguère l'alcool ou la drogue. Nous ne pouvons pas d'un côté déplorer les violences faites aux femmes et de l'autre fermer les yeux sur l'influence que peut exercer sur de jeunes esprits un genre qui fait de la sexualité un théâtre d'humiliation et de violence faites à des femmes qui passent pour consentantes. Cette éducation, cependant, ne saurait se limiter aux plus jeunes. Elle doit être menée auprès des enseignants et de tous ceux qui sont amenés à dialoguer avec la jeunesse afin de trouver, pour décrire le rapport entre hommes et femmes, le langage commun de l'apaisement et de l'entente en lieu et place d'une relation déformée par les stéréotypes. Aussi, au-delà de l'école, l'ensemble des structures de formation et des écoles formant des fonctionnaires ou de futurs personnels des services publics seront particulièrement concernés par l'exemplarité. L'État et le service public, c'est notre action chaque jour sur le terrain. Dès 2018, un grand plan de formation initiale et continue sera donc déployé dans le secteur public avec une attention particulière portée sur la formation des cadres. Dès 2018, dans toutes les écoles du service public, un module d'enseignement consacré à la prévention et à la lutte contre le sexisme, le harcèlement et les violences sera intégré. Il en sera de même pour les formations continues. Prévenir les violences, changer le cadre culturel dans lequel nous évoluons, c'est aussi adapter nos services publics afin qu'ils protègent mieux les femmes aujourd'hui. Pour cela, je souhaite par exemple, et ce sont des sujets très concrets du quotidien qui supposent l'attention de ceux qui organisent les services publics sur chacun des détails. Et par exemple, en termes de transport, ce qui a été initié dans plusieurs villes, qui est l'arrêt du bus à la demande, qui fait que lorsqu'une femme, le soir, se promène dans la rue et a peur, peut, en hélant le bus, le faire arrêter. Cela a été essayé à Bordeaux et dans d'autres villes, est un élément indispensable d'amélioration du service public. Là où, dans nombre d'endroits, on continue à demander d'aller se rendre à la station, d'attendre le prochain lorsqu'on l'a raté, s'exposant à la peur et parfois à l'agression. Et nous devons, par cette sensibilisation et cette formation, mais par la transformation même des comportements du quotidien, de l'organisation intime de nos services publics, progressivement changer les choses pour que la vulnérabilité d'un moment, pour que la protection apportée par le service public, et elle est légitime, puisse mieux être organisée et se faire. Cette vigilance, cette mobilisation, nous y veillerons en particulier dans nos territoires d'outre-mer. Parce que, là aussi, les violences faites aux femmes se sont installées et parce qu'ils ont parfois été justifiés par des explications culturelles ou géographiques, de manière inacceptable. Le territoire de la République est intègre, complet. Et ce n'est pas parce qu'on se trouve en Polynésie, à Mayotte ou en Guyane que l'inégalité entre les hommes et les femmes pourrait être repensée dans un autre cadre et que les violences pourraient être davantage tolérées. Cette campagne que j'évoquais de formation sera aussi exigeante dans nos territoires d'outre-mer. L'adaptation du service public à ces règles sera tout autant, mais l'éducation et l'effort éducatif sera là aussi renforcé parce que nous en avons besoin. De façon générale, c'est toute la société qu'il faut embarquer dans un véritable combat culturel. L'État doit s'engager et il en va de sa responsabilité évitante d'exemplarité. L'État est en capacité de faire changer ses représentations et de faire émerger une vraie prise de conscience, comme le montrent les campagnes pour la prévention routière qui, avec les années, ont modifié le comportement à force de pédagogie, de diffusion de modèles alternatifs. Nous devons donc entreprendre un travail analogue et nous allons lancer ainsi la première grande campagne sur ce thème au plan national. Vous en avez vu les premiers extraits.
Conçue à destination de toute la société, cette campagne gouvernementale aura plusieurs objectifs. Susciter une prise de conscience collective, informer les victimes sur les démarches à faire, les numéros à appeler comme le 3919, les lieux où se rendre, les sites à consulter comme le site qui était tout à l'heure affiché sur l'écran, Stop Violence Femmes, sensibiliser la société à la problématique des violences et enfin responsabiliser les témoins de violences sexistes et sexuelles en les invitant à aider les victimes qu'ils connaissent. Ce sont des actes du quotidien, c'est redonner un sens à la citoyenneté, lui redonner un contenu véritable. Et l'État, par cette mobilisation, s'engagera pleinement derrière le travail qui a été commencé depuis tant et tant d'années par nombre d'associations. Toujours dans cette optique de combat culturel, je souhaite que soient menées des opérations de testing sur la discrimination des femmes, notamment à l'embauche et au cours de leur carrière professionnelle. Je veux que l'on puisse objectiver la réalité de cette discrimination pour mieux la combattre. Vous avez commencé, Madame la Ministre, à vous engager sur ce point. Je remercie les entreprises qui ont, à cet égard, manifesté des caractères d'ores et déjà exemplaires d'engagement. Mais nous devons continuer à aller plus loin. Et le rôle de l'État, c'est de continuer à mobiliser les entreprises comme des acteurs de la société, comme des consciences. Et vous l'avez démontré à titre très personnel. Et de pouvoir vérifier et stigmatiser quand ce n'est pas le cas. L'État, je l'ai dit, a une grande part de responsabilité, mais l'État ne résume pas la société. Et l'État ne fait pas à lui seul et tout seul la culture d'une société. C'est aussi pourquoi la puissance publique, dès aujourd'hui, interpelle solennellement les publicitaires, les médias, les industries du jeu, de la mode, des cosmétiques, à engager une réflexion approfondie sur leur usage de la représentation et de la place des femmes. C'est par votre mobilisation à tous, membres de la société civile, entreprises, associations, professionnels, que nous remporterons ensemble ce combat culturel. C'est parce que chacun, dans ses choix quotidiens, dans ses expressions, dans ses engagements, prendra en compte cette égalité, ce devoir de dignité que j'évoquais, que nous gagnerons la bataille culturelle. Car de ce changement culturel, vous êtes, vous qui êtes réunis ici, les premiers relais. Faites que d'autres démultiplient vos efforts et scellons un pacte de l'égalité entre hommes et femmes et donnons à la question des violences le poids qu'elle mérite au sein de ce pacte. Remportons cette bataille de l'éducation et de la culture partout où nous sommes, car il en va du sort de notre société tout entière. Le deuxième combat, celui sur lequel l'État peut aussi beaucoup, c'est celui pour les victimes. La plainte pénale est le dernier ressort, un pas difficile à franchir quand l'agresseur est un proche ou un membre de sa famille, un supérieur hiérarchique. Et la plainte non seulement expose celle qui n'ose aujourd'hui pas aller la déposer, avec la crainte qu'elle détruirait le reste de la famille, les liens qu'elle a déjà, avec la peur aussi des représailles. Sur les 225 000 femmes victimes de violences en 2016, moins d'1 sur 5 a déposé plainte. Plus de la moitié n'a fait aucune démarche auprès d'un professionnel ou d'une association. Nous avons des progrès à faire pour prendre en charge les victimes en dehors du cadre judiciaire, pour les aider à vaincre la peur, la honte qui les anime. C'est pourquoi nous mettrons en place un signalement en ligne pour les victimes de violences, harcèlement et discrimination. En évitant à la victime de se déplacer, ce système permettra à la victime d'être orientée et accompagnée de chez elle dans ses démarches vers les commissariats ainsi que vers les associations qui peuvent lui venir en aide. Ce signalement sera mis en œuvre dès le début de l'année prochaine de manière complète et se fera sous forme de discussion interactive, instantanée, pour permettre un échange personnalisé et adapté avec un policier formé, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La mise en place de cette procédure de signalement en ligne fera l'objet d'un travail entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur.
conduira à la formation de professionnels, à l'organisation justement d'une plateforme intégrée et d'un travail avec l'ensemble des associations qui seront là aussi mobilisées sur ces plateformes pour pouvoir, au-delà de cette instruction et de ce dépôt de plainte possible et de ce signalement en ligne, agir, entourer, protéger. Nous devons aussi mieux repérer les femmes victimes de violences. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, vous-même, Madame la Ministre, dans votre propos introductif. N'oublions pas qu'avant d'arriver à la plainte et à ce qui est parfois l'irréparable, il y a eu des signes. Il y a eu parfois des tentatives de parole, où il y a eu des occasions de parole manquées. Il y a eu ces consultations où on était tombé dans l'escalier, ou pour une nouvelle fois on était maladroite. Il y a eu tous ces moments où, en quelque sorte, l'occasion était offerte de parler et n'a pas été prise, parce qu'on n'a pas suffisamment entendu, parce qu'on n'a pas osé, parfois parce qu'on n'a pas voulu. Les professionnels de santé sont, souvent sans le savoir, les premiers à être en contact avec des femmes victimes de violences, soit qu'elles arrivent en urgence, soit qu'elles arrivent régulièrement blessées. Je sais votre sensibilité, là aussi, Madame la Ministre, et les pratiques des professionnels de santé seront ainsi réinterrogées. Je souhaite que soit généralisé le questionnement systématique des femmes sur le sujet du harcèlement et des violences par tous les professionnels de santé. Ces derniers devraient interroger les femmes qu'ils reçoivent pour la première fois en leur demandant si elles sont ou ont été victimes de violences ou de harcèlement, avec le libre exercice du jugement qui est celui d'un médecin ou d'un professionnel de santé. Et ce peut être le point de départ, le déclic, l'espace de parole et de reconnaissance essentiel à toute démarche à entreprendre pour les victimes.